Moi, je t'entends pas, Antoine. Je sais pas si on, on t'entend pas, Antoine. Non, on t'entend pas. Et là, Là, c'est parfait. là, c'est bon. OK. Alors, on va pouvoir redémarrer. Donc, du coup, bonjour à tous. Maintenant que vous m'entendez, écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier Meetup for Industrie de l'année. Simplement pour replanter un petit peu le décor et redonner quelques éléments de contexte, on avait organisé l'année dernière 2 webinaires sur le sujet. Et en fait, c'est vrai qu'ils avaient dépassé en termes d'audience notre imagination. Donc, on en avait un premier qui présentait les actions engagées sur l'usine de Renault de Flins, et un deuxième, pour ceux qui étaient présents, sur la mise en avant d'exemples de réutilisation ou de reconditionnement de pièces détachées dans l'industrie auto. Pour rappel, si vous voulez, vous pouvez retrouver ces webinaires sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Idée Forecast, tout simplement. Et en parallèle, on a aussi échangé beaucoup avec nos membres et accompagné quasiment une vingtaine de projets en 2021 sur ces sujets de décarbonation et d'économie circulaire. Donc, en fait, notre analyse, c'était que vraiment les industriels qui veulent engager une démarche de décarbonation ne savent pas toujours par quel bout prendre le problème. Et pourtant, ils ont bien conscience en fait des enjeux. Et je suis ravi, à titre tout à fait personnel, que cette réflexion soit engagée et qu'on soit aussi nombreux encore ce matin à vouloir faire un geste pour la planète au quotidien. Mais voilà, malgré tout, et c'est là tout l'enjeu, la mise en œuvre de ces sujets comme source de compétitivité réelle versus le pivot nécessaire pour changer de modèle et les habitudes, c'est encore un frein hyper important. On en a débattu il n'y a pas plus tard qu'1 heure sur le sujet encore avec un certain nombre d'entre vous et on voit qu'il y a quand même une marche encore à passer. Donc, pour vous aider en fait dans cette approche, on a choisi de vous proposer une série de 3 webinaires dédiés vraiment à la décarbonation de l'industrie sous le prisme de l'économie circulaire. On pourrait en prendre d'autres, mais on a fait le choix de prendre celui-là. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter un éclairage méthodologique. Donc, aujourd'hui, on a le premier webinaire sur comprendre la nécessité de changer de modèle. Dans un mois, donc le 4 mars prochain, on aura un deuxième webinaire sur repenser le cycle de vie produit à travers l'éco-conception. Et enfin, le 25 mars, on aura un troisième webinaire sur exploiter ces ressources de manière efficace et éco-responsable pour accélérer vers l'usine décarbonée. Donc, pour, euh, pour animer ce webinaire, du coup, je suis ravi d'accueillir ce matin donc Amélie Vaz, qui est donc responsable des études et de la prospective à l'INEC. Et l'INEC, c'est donc l'Institut national de l'économie circulaire. L'INEC, mais peut-être qu'Amélie le représentera rapidement tout à l'heure, mais l'INEC, en fait, c'est un think tank qui fédère à peu près un peu plus de 150 acteurs dans le but de réunir les savoirs et d'accélérer la transition vers l'économie circulaire. Donc, Amélie va donc nous présenter en fait, l'étude qu'ils ont réalisée sur ce sujet avec plein d'exemples qu'elle pourra nous proposer. Et aussi, elle nous parlera en fait des modèles économiques associés à cette économie circulaire et ça vous permettra en fait de vous donner des axes concrets de travail en ayant perçu ces différences. En deuxième partie de webinaire, du coup, et pour compléter et illustrer les propos d'Amélie, on accueillera donc William Perron, qui est le président de Sadecap Industrie. Et comme son nom le laisse à penser, en fait, une entreprise bretonne de décapage industriel qui a engagé depuis quelques années cette démarche. Donc voilà. Ces meet-up, alors pour ceux qui ont moins l'habitude, mais je vois que vous êtes quand même un certain nombre qui connaissent ces sujets-là, ces meet-up, du coup, se veulent quand même dynamiques et opérationnels. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et on prendra le temps d'y répondre et d'en échanger. Et alors, on a une nouveauté cette année, c'est simplement un point de détail en fin de webinaire. Avant de se quitter, on vous proposera un questionnaire qui est vraiment hyper rapide à compléter. Vous pouvez le faire directement depuis votre écran. Et donc voilà, donc je ne monopolise pas plus la parole. Normalement, j'ai rien oublié et je vous passe la main du coup à Amélie pour démarrer votre présentation. Super, le micro est là. Donc, on est Merci bon. beaucoup. Merci à vous. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Je vais lancer les diapositives. Hop, partager en mode diaporama.
Donc, effectivement, Amélie Vaz, responsable des études et de la prospective à l'Institut national de l'économie circulaire. Alors, peut-être pour vous repréciser qui on est une association à 1901 qui existe depuis 2013 et notre objectif, c'est vraiment de promouvoir l'économie circulaire et d'accélérer son déploiement à la fois chez les entreprises et dans les territoires. En 2013, le sujet de l'économie circulaire, il était encore nouveau. Enfin, on voyait des applications de l'économie circulaire, mais qui ne portaient pas forcément son nom. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un sujet qui est beaucoup plus connu. On voit bien que c'est un vrai vecteur pour la décarbonation de nos activités. Et notre objectif maintenant, c'est vraiment de concrétiser ça et de d'essaimer en fait, les bonnes pratiques dans toutes les régions. Et donc, on a cette compétence de réaliser des études où on s'autoporte en fait pour produire des études. Et là, on s'est associé avec le cabinet industriel OPO, un cabinet de conseil en fait en industrie, pour le côté justement un petit peu plus technique et ingé, associé à nos compétences en termes de décryptage juridique, de portage politique et de connaissance de l'écosystème des acteurs de l'économie circulaire. Donc, cette étude est disponible en ligne. Vous pouvez la télécharger. On est en train actuellement de la mettre à jour. Donc, si des industriels sont intéressés peut-être pour témoigner voilà, un retour d'expérience intéressant, que ce soit en termes d'initiatives, en termes de freins bloquants ou de leviers qui auraient pu être activés pour accélérer une transition vers l'économie circulaire, je me ferai le plaisir de vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas. L'étude, du coup, elle est parue il y a un an maintenant, en avril 2021. Donc, on l'a réalisée dans un contexte un petit peu particulier, puisque en fait, c'était le moment de la crise sanitaire et du plan de relance qui faisait la part belle à l'économie circulaire. La crise sanitaire, elle a un petit peu accéléré la prise de conscience chez les industriels, puisqu'on s'est rendu compte que des ruptures de chaîne d'approvisionnement pouvaient complètement désorganiser les organisations. Un peu tautologique ce que je dis là, mais en tout cas, voilà, provoquer des grandes crises auxquelles il fallait répondre. Donc voilà, on a vraiment pu avoir ces retours d'expérience des industriels dans un contexte vraiment inédit et qui a beaucoup servi à la richesse de l'étude. L'approche, elle est aussi multisecteur et territoriale. On a ciblé beaucoup de secteurs, donc des acteurs du monde automobile et des mobilités, mais pas que. On a aussi des acteurs du monde du BTP, de l'agroalimentaire, des services également. Et on s'est attaché à avoir une représentativité territoriale assez large, justement, puisque les territoires n'ont pas forcément la même approche en termes d'économie circulaire et de gestion de la ressource en fonction des ressources disponibles, mais également des compétences et des débouchés. Donc on s'est plutôt intéressé à une approche multisecteur et territoriale. L'analyse, elle est systémique sur l'industrie, vous le verrez. On ne peut pas considérer uniquement le cœur de l'industrie si on parle de transition vers l'économie circulaire. Il faut vraiment considérer l'amont et l'aval des chaînes de valeur qui sont en fait les plus importantes quand on calcule l'empreinte matière et carbone d'une industrie. Donc voilà, il s'agit vraiment de transformer en fait des chaînes de valeur et des modèles industriels. On pourrait parler du coup de scope 3, vous connaissez peut-être, scope 1, scope 2, scope 3. Voilà, nous, on a vraiment choisi de s'ancrer sur cette vision scope 3 avec l'amont et l'aval de la chaîne de valeur prise en compte. Et enfin, cette étude, vous pouvez la lire, vous verrez qu'elle s'adresse à la fois aux industriels, puisqu'on propose en fait des modèles économiques qui sont applicables directement pour vous. On vous présente aussi les leviers, notamment des conceptions et de transformation du modèle industriel qui feront, si j'ai bien compris, l'objet de webinaires les mois prochains, organisés par Heidi Forcar. Mais également, elle s'adresse aux acteurs institutionnels et aux collectivités, puisque grâce à ces retours d'expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux freins qui existaient du côté de la réglementation, du côté du cadre fiscal et financier, et qu'il y avait de grandes propositions à porter auprès des pouvoirs publics, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Les messages clés du coup de l'étude, pour les résumer simplement, voilà, on part vraiment du principe qu'aujourd'hui, l'industrie linéaire, et ça a été réaffirmé par la crise sanitaire, elle est obsolète. On ne peut plus se contenter d'extraire, de produire, de transformer, de distribuer, de consommer, de jeter.
ça a trop d'impact sur l'environnement, ça devient beaucoup trop coûteux et les réglementations sont de plus en plus contraignantes. Donc vraiment, il y a une grande nécessité de passer à l'économie circulaire, à l'industrie circulaire. Pour ce faire, il faut transformer ces modèles économiques. On en a recensé 6 que je vous présenterai et que je vous illustrerai d'exemples. Vous pouvez vous attaquer à un modèle pertinent pour votre activité. La transformation vers l'économie circulaire, elle est bénéfique et nécessaire, je l'ai dit, mais bénéfique, voilà, on a trop souvent l'impression que l'économie circulaire, c'est un coût à court terme, mais en fait, c'est vraiment un investissement à long terme pour garantir la robustesse et la pérennité des activités industrielles. Aujourd'hui, il y a des industriels qui sont déjà ancrés sur ce modèle-là et qui sont pionniers, qui poussent ensuite toute une chaîne de valeur. Ce n'est pas la majorité des industries aujourd'hui qui fonctionnent sur un modèle circulaire et c'est pourquoi on a besoin de ces acteurs pionniers qui se lancent pour justement apprendre et tracer le chemin avec eux. Ces modèles sont encore assez peu répandus, vous le verrez. Il faut vraiment opérer un changement d'échelle. Il y a des acteurs qui sont des pure players de l'économie circulaire qui ont besoin de leviers réglementaires, de leviers de soutiens économiques et financiers pour passer à l'échelle. Et puis, on a aussi des industries qui sont historiquement linéaires, qui, elles, doivent se transformer et qui sont un petit peu plus rigides en termes d'organisation. Donc, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, les modèles sont assez peu répandus. Et voilà, on a expliqué que l'an dernier, 2021, mais c'est d'autant plus actuel aujourd'hui, c'était vraiment l'année pour accélérer la transition, puisqu'on avait eu la crise sanitaire qui avait déstructuré toutes les chaînes de valeur et des soutiens financiers qui étaient venus un petit peu combler ça, notamment le plan de relance, qui avait un tiers dédié à la transition écologique, dont l'économie circulaire et dont la transformation des industries. Donc, des soutiens à capter pour faciliter cette transition. L'étude, elle se structure en 3 parties, donc vraiment comprendre, et on va passer les 3, comprendre pourquoi aujourd'hui c'est nécessaire de passer à l'industrie circulaire, repenser, donc qui vous présente tous les modèles économiques avec à la fois les leviers de design produit, donc d'éco-conception et de transformation des modèles industriels. Et enfin, une partie accélérée, puisque comme je vous le disais, on adresse aussi cette étude-là aux politiques et il y a de grands leviers à actionner en termes de changement de comportement, de cadre fiscal et financier et de réglementation pour faciliter la transition des acteurs. Voilà, simplement pour vous présenter en termes de méthodologie, on a interviewé 18 entreprises, on a interviewé parmi ces entreprises-là de grosses structures, Schneider Electric, on a eu Michelin, on a eu Agro Mousquetaire, on a eu aussi des pure players de l'économie circulaire qui sont des structures qui, elles, sont plus nouvelles, plus récentes et qui s'inscrivent directement dans l'économie circulaire. On a fait un petit baromètre, on avait ciblé 70 à peu près industriels qui étaient plutôt avancés sur ces sujets-là pour justement connaître les freins qu'ils subissaient. 15 secteurs représentés et 12 régions représentées. Première partie, du coup, comprendre la nécessité de changer de modèle. Vous pouvez voir sur cette illustration, en fait, on a représenté l'industrie linéaire telle qu'elle est aujourd'hui et on a voulu mettre en avant le fait qu'à chaque étape de la chaîne de valeur, en fait, on a à la fois des émissions de gaz à effet de serre et on a à la fois des rejets, des déchets qui sont produits et qui sont autant de coûts, en fait, à mettre en œuvre pour pouvoir les traiter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de décarbonation de l'industrie. L'économie circulaire, c'est un vrai vecteur pour décarboner justement cette industrie. Pourquoi ? Parce qu'elle s'attache à penser l'industrie dans sa globalité. Vous voyez bien là les activités de gisement, d'extraction, de transport, de transformation, mais également de distribution et d'usage qui sont vraiment considérés par l'économie circulaire et ses piliers, puisqu'on s'est rendu compte que seulement 1 à 5% de l'empreinte environnementale d'une industrie ne concernait que son cœur d'usine. Donc finalement, c'est assez peu. Vous pouvez beaucoup travailler sur la performance énergétique et la gestion des déchets de votre usine, mais par contre, il faut vraiment considérer le modèle industriel dans son entièreté et aller travailler à la fois sur ses fournisseurs et sur ses distributeurs, sur la vente de son produit. Est-ce qu'on parlerait plutôt de vente d'usage plutôt que de vente de produits? Voilà, toutes ces fonctions-là qui sont vraiment à adresser
puisque finalement, l'industrie, elle a des impacts sur toute sa chaîne de valeur. Ce qu'on a aussi voulu montrer, c'est que à la fois à l'amont, à l'aval, on avait des risques inhérents à ce modèle linéaire, à la fois un stress non soutenable sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inflation sur certaines ressources qui deviennent de plus en plus critiques. Donc, il s'agit peut-être de modifier ces sources d'approvisionnement. On a vu avec la crise sanitaire que si un pays ferme ses frontières, on est complètement déstructuré. Donc, il ne s'agit peut-être pas de tout relocaliser, mais peut-être de diversifier ces sources d'approvisionnement sur différents territoires et à des échelles peut-être un peu plus réduites. On s'est aussi rendu compte que c'était très difficile de tracer les chaînes de valeur à l'amont et que l'économie circulaire, comme elle regarde un petit peu ça, elle permettait peut-être un petit peu plus de lisibilité à ce niveau-là. À l'aval de la chaîne de valeur, les risques, elles sont aussi existants, ils sont un peu plus différents. Le fait que voilà, on perd un petit peu de création de valeur, l'usage et la régénération des produits ne sont pas valorisés. On ne pense pas forcément à réutiliser ou à réemployer des produits ou des composants, alors qu'en fait, c'est des sources de valeur et d'économie qui sont non négligeables. Face à ce modèle-là, la circularité, c'est un modèle qui présente de nombreux avantages. Premier avantage, c'est l'innovation de l'offre et la création de valeur. L'économie circulaire, aujourd'hui, ça permet de se différencier sur un marché en proposant d'autres types de produits ou de ventes d'usage avec des bénéfices qui sont sociétalement plutôt bien reconnus. On optimise également les coûts et on sécurise les opérations. Effectivement, on fait attention aux ressources que l'on utilise. Donc, nécessairement, on va peut-être aller vers des ressources un petit peu moins critiques, dont les prix sont un petit peu plus fixes. On va pouvoir utiliser des ressources peut-être plus locales, dont des déchets. Donc, forcément, on réduit les coûts à ce niveau-là. On réduit également les coûts de distribution puisqu'on essaye de distribuer ces produits-là dans des échelles un petit peu plus réduites. Et puis, on sécurise les opérations. Troisième avantage, la réduction des empreintes matière et carbone. Donc ça, c'est un avantage qui est lié aussi aux réglementations puisqu'elles se font de plus en plus poussives sur ces sujets-là, que ce soit en termes de décarbonation ou en termes d'utilisation de matières réemployées ou issues du recyclage. Donc voilà, on réduit ces empreintes-là et on se conforme à la réglementation qui est de plus en plus importante. Enfin, quatrième avantage, c'est des bénéfices un petit peu plus sociaux, un petit peu plus économico-sociaux et puis territoriaux aussi. L'économie circulaire, ça permet de repenser son modèle à l'échelle des territoires et de créer de l'activité et des emplois locaux et pérennes sur son territoire, sachant que cet avantage-là, il est aussi lié à un autre avantage qui est peut-être celui de revalorisation des équipes. Il sera peut-être plus facile de recruter des collaborateurs si on s'inscrit dans des politiques de décarbonation et de circularisation de son industrie, puisque c'est des thématiques qui sont de plus en plus soutenues par les nouvelles générations. On a calculé, grâce au panel d'industriels interviewés et grâce au baromètre, qu'aujourd'hui, 81% des industriels considéraient l'économie circulaire comme une opportunité. Donc, la majorité d'entre elles voient bien que c'est un modèle qu'il est avantageux de déployer. Par contre, on verra par la suite, ce qui peut bloquer, c'est la question par quoi on commence et comment on fait et quels freins je vais devoir débloquer pour pouvoir porter et passer mon modèle, le passer à l'échelle. Donc, on a recensé 6 modèles économiques circulaires qui sont adaptés à tout type d'industrie, toute taille. Et en fait, il ne s'agit pas forcément de transformer tout son modèle en appliquant ces 6 business models, ce ne serait pas forcément pertinent, mais peut-être de s'attaquer à l'un d'eux en fonction de l'activité. Donc, je vais vous donner des exemples à chaque fois, peut-être pour illustrer tout ça. En fait, on voit sur le schéma qu'on a 5 business models qui concernent vraiment le cycle d'utilisation de la matière. Et on a le 6e business model qui est le traitement des externalités négatives résiduelles qui peut s'apparenter à un business model qui s'attache à mieux traiter les déchets, à optimiser l'approvisionnement énergétique de ces usines et réduire peut-être les impacts sur l'environnement en optant pour des mesures de compensation. Donc, c'est un business model qui est intéressant et qui s'inscrit dans l'économie circulaire puisqu'il vise de toute façon à optimiser la gestion de la ressource pour réduire l'impact sur l'environnement.
mais ce n'est pas forcément celui auquel on attache le plus d'importance. Il est peut-être parmi les plus aisés d'appliquer, mais ce n'est pas forcément celui qui est le plus circulaire et qui traite vraiment de l'utilisation de la matière. Donc, je vais vraiment me concentrer sur les 5 premiers. Le premier, donc, c'est un business model qui s'attache à repenser la durabilité des ressources qui sont utilisées à des étapes d'approvisionnement ou d'extraction. Comme exemple, on peut prendre l'entreprise Valrhona qui produit du chocolat et qui en fait a développé un modèle d'agroforesterie avec ses fournisseurs. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils forment beaucoup leurs fournisseurs aux pratiques d'agroforesterie pour justement bénéficier d'une ressource qui est un petit peu plus qualitative. Autre chose, ils ont éco-conçu tout leur emballage. Donc il y a à la fois la ressource primaire, matière première sur laquelle ils travaillent, ils appliquent l'agroforesterie, et il y a toute cette réflexion sur l'éco-conception des emballages. Donc en fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est une optimisation de l'emballage. Ils utilisent plus de plastique, ou alors c'est du plastique recyclé et recyclable, mais surtout ils ont mis en place en fait une espèce de consigne. C'est ils livrent en fait leurs clients avec des bacs de 30 kilos de chocolat. Donc, ces bacs-là, ensuite, sont récupérés. Les camions ne roulent pas à vide et ils sont réutilisés pour d'autres opérations de livraison. Donc, ça, c'est une façon de penser son packaging beaucoup plus circulaire. On fait l'économie de matière, on réduit l'empreinte sur l'environnement et voilà, on multiplie la vie de ces emballages. Le deuxième business model, c'est l'extension de la durée de vie. Et donc là, ça va être toutes les pratiques qui permettent la réutilisation de son bien, le réemploi ou d'autres formes d'extension de la durée de vie que peuvent être la réparation ou la maintenance prédictive. Tout à l'heure, on a parlé d'industrie du futur, de transition vers l'industrie du futur. L'extension de la durée de vie, elle est circulaire, mais elle peut aussi s'appuyer sur des technologies 4.0. Il ne faut pas forcément opposer circularisation et 4.0, même si les technologies 4.0 peuvent avoir une empreinte environnementale et carbone et matière importante, mais que l'économie circulaire permet de penser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a vu beaucoup d'industriels qui avaient développé des technologies 4.0 d'impression 3D pour imprimer des pièces détachées, éviter le stockage de pièces détachées dans des locaux et donc libérer de l'espace, et puis produire une pièce détachée seulement à la demande lorsque le bien avait besoin d'être réparé. On a aussi vu des industriels qui développaient des méthodologies de maintenance prédictive pour prévenir toute panne sur leurs produits et donc faciliter les opérations de réparation en les anticipant. Donc voilà, c'est des pratiques d'extension de la durée de vie qui sont ultra importantes et qui commencent à se développer avec des technologies 4.0. Le troisième business model, c'est la vente d'usage. J'en ai un petit peu parlé. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce business model-là. En fait, la vente d'usage s'oppose à la vente d'un produit. Dans la vente d'usage, on est sur de l'économie de fonctionnalité où le producteur reste propriétaire du bien qui est vendu et en fait, il vous vend l'usage uniquement. Un exemple, ça pourrait être un fabricant de chaudière ou de pompe à chaleur qui ne vous vend pas l'équipement thermodynamique tel quel, mais qui va vous vendre en fait une performance, un niveau de température. Le producteur va rester propriétaire de son bien et vous fournir tous les services pour atteindre ce niveau de température. Tout l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'en fait, le producteur restant propriétaire, il a tout intérêt à ce que l'équipement dure dans le temps et que les vies soient multipliées. J'ai pris cet exemple-là dans les pompes à chaleur et les chaudières parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation du bâtiment. Ça va être des équipements qui vont se développer, qui sont fortement soutenus, mais ça pose des questions d'ordre assurantiel et aujourd'hui, il y a des lacunes juridiques pour développer ces modèles-là. Un exemple qui pourtant a fait ses preuves, c'est dans un autre secteur, c'est celui de l'automobile. Vous connaissez peut-être Michelin qui a développé son offre de vente d'usage. En fait, Michelin, pour les poids lourds et certains avions, vend des kilomètres plutôt que des pneus, ce qui fait qu'en fait, il reste propriétaire des pneus et il rechappe du coup les pneus de façon plutôt optimisée pour que ces pneus durent dans le temps au maximum.
C'est aussi des pratiques qui sont développées pour tout ce qui va être imprimante. Par exemple, l'entreprise Xerox vous vend un nombre d'impressions et reste propriétaire de l'imprimante qui est utilisée. C'est des modèles qui tendent à se développer un petit peu aussi dans la consommation courante, notamment dans le textile. On a l'entreprise Decathlon qui le fait un petit peu avec les équipements de ski ou des équipements un peu particuliers. Mais voilà, les grandes enseignes comme H&M ou Zara, donc voilà, des apôtres de la fast fashion qui ne sont pas forcément durables, commencent à le faire, mais dans d'autres pays, H&M, ils sont en train de déployer ça, notamment en Scandinavie, en Suède, voilà, la location de vêtements de tous les jours. On a le quatrième business model ensuite, voilà, donc qui est plutôt sur un cycle de régénération, donc c'est sur la fin de vie du produit. On a le réemploi des produits. Donc le réemploi voilà, du produit, c'est le produit tel quel, sachant qu'il faut différencier réemploi, réutilisation, puisque dans le réemploi, le bien ne passe pas par le statut de déchet. C'est une définition juridique, alors que dans le réutilisation, si. Et ça alourdit du coup administrativement le réemploi d'un produit. On a également la possibilité, lorsqu'on ne peut pas réemployer le produit, de réemployer des composants et des matériaux. Et donc là, on parle plutôt de remanufacturing. On peut faire ça, par exemple, l'entreprise SEB travaille beaucoup sur le réemploi des composants et des matériaux lorsque c'est possible. Et pour ce faire, ils ont beaucoup investi pour transformer leur chaîne de production pour pouvoir réintégrer ces éléments-là dans des équipements neufs. Donc, ça suppose quand même des investissements assez conséquents. Et enfin, le sixième business model, je vous en ai parlé un petit peu au début, c'est l'optimisation de l'empreinte environnementale. Donc voilà, des pratiques pour mieux gérer ses déchets dans le cœur d'usine ou pour optimiser l'approvisionnement énergétique. L'entreprise Schneider Electric que l'on a interviewée dans l'étude, par exemple, était assez performante sur tous ces sujets-là, avec des usines qui fonctionnent en symbiose avec le territoire, donc voilà, des boucles de chaleur sur le territoire, une gestion des déchets vraiment optimisée. L'entreprise Schneider Electric ne travaille pas uniquement sur ça, ils étaient aussi sur tout ce qui était extension de la durée de vie de leurs produits, voire vente d'usage pour certains équipements. Donc voilà, il y a plusieurs façons de s'insérer dans l'économie circulaire et il faut choisir le business model qui est le plus pertinent et peut-être le plus aisé à établir dans un premier temps. Pour pouvoir transformer son business model, et voilà, il y a plusieurs choses et il faut surtout s'appuyer sur l'éco-conception et la transformation des modèles industriels. Vous le verrez dans les webinaires les mois prochains. Le design des produits, ça définit 80% des impacts environnementaux de son produit. C'est un chiffre qui est extrait d'une étude de l'ADEME sur l'éco-conception. C'est vraiment important d'intégrer le cycle de vie au moment de la conception de son produit parce qu'on va pouvoir s'interroger sur la fourniture en matière, mais sa fin de vie, est-ce qu'il va être possible de pouvoir le réparer, de pouvoir réemployer le produit dans son entièreté ou de réemployer certains composants et de faire du remanufacturing avant de le jeter. Donc voilà, c'est vraiment important d'intégrer ça dès la conception de son produit. Et en éco-conception, on peut aussi se poser la question assez simple du besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, le besoin auquel je veux répondre, il ne peut pas trouver sa solution dans quelque chose qui existe déjà? Ça, on le voit beaucoup avec certains industriels et notamment des acheteurs qui, voilà, au moment de passer un marché, essayent de voir si le besoin qu'ils émettent peuvent pas être solutionnés par un autre canal avec un bien qui existerait déjà, auquel on pourrait apporter des améliorations. Petit aparté là-dessus. Deuxième levier, c'est la transformation du modèle industriel. Et donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est intéressant de se dire que l'économie circulaire, elle s'applique vraiment à l'échelle territoriale. On fait avec les ressources du territoire, des ressources naturelles, mais également en fait, les déchets qui peuvent être produits par le territoire. Par exemple, je parlais tout à l'heure avec une entreprise qui s'appelle Vinea Énergie, qui travaille dans les régions viticoles à transformer les cèpes en granulés
pour pouvoir être utilisés dans des chaufferies collectives ou industrielles, plutôt qu'être brûlés à l'air libre, par exemple. Donc voilà, on s'intéresse vraiment à la ressource et aux débouchés. C'est pour ça qu'on essaye de créer des chaînes dites multilocales. Vous avez un modèle que vous pouvez dupliquer sur les territoires en fonction des ressources et des débouchés disponibles. On s'inscrit aussi dans des écosystèmes qui seraient plus collaboratifs. Et donc ça, je prenais l'exemple de Schneider Electric qui travaille beaucoup en symbiose industrielle sur ces sites. Le fait de travailler avec des acteurs voisins sur la mutualisation de ses besoins, de ses achats ou de certains services, et de voir comment les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres, c'est hyper important puisque du coup, on fait l'économie à la fois d'extraction de ressources naturelles, d'émissions de CO2 puisqu'on n'est plus sur du local, et puis on renforce en fait la collaboration au sein d'un écosystème. Ça le rend un petit peu plus attractif. Donc ça, c'est pour la théorie, les business models. Je vous invite vraiment à lire l'étude. Il y a beaucoup d'exemples. On l'a vraiment exemplifié pour la rendre concrète. Maintenant, on s'est rendu compte, en discutant avec les industriels, que la transition, elle n'était pas forcément évidente, que déjà, bon, il faut forcément sensibiliser sur le sujet, qui n'est pas forcément connu de tous, mais surtout, une fois qu'on essaye de l'appliquer, il faut débloquer des freins. Ces freins, ils sont de plusieurs natures. Vous le voyez sur ce schéma, on a essayé de distinguer des freins en fonction de la maturité des industriels, donc une entreprise qui serait avancée, une entreprise peu avancée, et la taille, grande ou petite, puisque voilà, ce n'est pas forcément les mêmes freins qui sont rencontrés en fonction de l'industriel. Et on a 3 familles de freins, des freins internes qui sont vraiment liés à l'organisation, à la chaîne logistique. On voit que des entreprises qui sont avancées sur le sujet de l'économie circulaire, c'est des freins qui ne les touchent pas forcément. Quand l'entreprise elle vient juste de s'intéresser sur le sujet, il y a un petit peu plus de freins de type rigidité liée à l'historique ou manque de filière de formation sur certains métiers, sur certaines compétences qui peuvent apparaître. Il y a la deuxième famille de freins qui sont les freins externes. Donc là, vraiment liés au cadre, la réglementation et à la demande, qui sont des freins qui sont partagés par tous les industriels, quelle que soit leur maturité ou leur taille. Et enfin un frein à la fois interne et externe qui est lié à la rentabilité du modèle. Je disais au début, il faut vraiment sortir de l'idée que l'économie circulaire, c'est un coût, même si ça suppose de transformer les choses rapidement sur le court terme. Sur le long terme, c'est un véritable investissement qui permet de dégager des bénéfices et de sécuriser ces opérations de façon complètement certaine. Si je peux vous donner quelques exemples, puisqu'on a beaucoup du coup travaillé sur la réglementation, la demande, la rentabilité et les investissements, justement pour transformer le cadre dans lequel s'inscrivent les activités des industriels. Aujourd'hui, les réglementations environnementales, elles sont de plus en plus nombreuses. On voit depuis 2 ans qu'il y a une accélération de la prise en compte de ces sujets de climat, de biodiversité, de ressources dans les politiques publiques. Ce que les industriels ont parfois émis comme limite, c'est le fait que ce n'est pas forcément lisible, que ça s'enchaîne assez rapidement et qu'on peut avoir parfois beaucoup de contraintes sur des sujets qui ne sont pas forcément fondamentaux. Par exemple, vous avez la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui dispose d'un indice de réparabilité depuis le 1er janvier 2021 sur une certaine catégorie de produits, des téléphones, des ordinateurs, mais également des lave-linges, etc., qui a vocation à s'étendre à d'autres catégories de produits, qui sera remplacé en 2024 par un indice de durabilité. Donc là, ce ne sera plus uniquement la réparabilité qui sera considérée, mais la durabilité. Donc, il faut encore définir ce qu'est un bien durable. Ça, c'était la loi AGEC. Quelques mois après, on a eu la loi climat et résilience qui a qui a disposé un indicateur, un éco-score. Donc voilà, on a un petit peu cette offre pléthorique d'indicateurs auxquels les industriels sont soumis et en soi qui sont vertueux puisqu'on les amène à se poser des questions sur leurs produits, est-ce qu'on peut les réutiliser, etc., est-ce qu'ils sont durables, mais qui peut un petit peu bloquer les industriels puisque c'est difficilement lisible et que les métriques, les mesures pour rentrer dans le cadre de ces indicateurs-là ne sont pas forcément définis et clairs à l'avance. C'était un exemple.
Pour ce qui est du frein de la demande, ce qui peut parfois freiner, c'est le manque de marchés publics réservés à ces offres-là circulaires. Par exemple, voilà, les marchés publics, les achats de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, on considère que ça représente 10% du PIB et que si les clauses de ces marchés-là pouvaient être ouvertes à des variantes ou à des biens qui intègrent des matières premières recyclées ou à de la vente d'usage, par exemple, bah, ça permettrait de créer un appel d'air pour les industriels et de sécuriser les opérations de transformation avec ce marché qui serait dédié. C'est des évolutions qui sont en cours, notamment grâce à la réglementation qui va obliger les acheteurs publics à s'ouvrir à des biens circulaires. Enfin, sur un autre exemple pour la rentabilité et les investissements, voilà, il est parfois difficile d'engager des investisseurs privés sur des opérations de transformation vers l'économie circulaire. Et là, on a un levier à l'échelle européenne qui est celui de la taxonomie européenne qui vise en fait à créer des catégories d'opérations dites vertueuses et durables pour flécher les investissements vers ces opérations-là. Donc voilà, c'est en train de se modifier, mais il y a encore voilà, ce sujet-là qui est à porter vivement pour que la transition soit facilitée pour les industriels. Et donc, c'était tout l'objet aussi de cette étude et du portage politique qui en a découlé, d'à la fois investiguer le champ réglementaire, le champ des soutiens économiques. Donc, j'ai parlé de la commande publique et des investisseurs privés, mais ça peut aussi être créer un cadre fiscal et d'agir sur le levier de la TVA, par exemple, pour faciliter la transition. Et le troisième champ à investiguer, qui est celui du changement de comportement. Donc là, qui considère tout ce qui va être sensibilisation des citoyens consommateurs, même si on voit que de plus en plus les pratiques de consommation changent, mais également peut-être le levier de la formation à la fois initiale pour accompagner le développement de nouveaux métiers. On considère que voilà, l'économie circulaire, ça peut créer des nouveaux métiers entre 300 000 et 600 000 selon les études. Donc, il y a sûrement un juste milieu à trouver. Mais voilà, c'est des nouveaux métiers à accompagner en formation initiale, mais également en formation continue, puisqu'il faut que les entreprises se saisissent vraiment de cet enjeu. Et donc, ça passera par une formation des équipes marketing, des équipes au niveau de la finance, des boards, et pas uniquement les services RSE ou développement durable qui sont déjà convaincus de ces sujets-là. Voilà. Il y a vraiment un levier de changement de comportement global à supporter. J'en ai fini de la présentation et je vais laisser du coup la parole à William qui va vous présenter peut-être de façon plus concrète son activité durable. On ne t'entend pas, Antoine, à nouveau. Est-ce que ça fonctionne là? Non, je Oui. crois que... Oui, c'est bon. OK. Donc, du coup, je disais, merci encore, Amélie. Du coup, effectivement, oui, on va illustrer les propos de l'étude. Alors, l'étude, je vous ai remis le lien du coup directement dans la discussion pour ceux qui l'ont demandé et pour ceux qui l'ont demandé, vous l'avez quand même aussi. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir la télécharger directement. Et donc, du coup, effectivement, on va passer la parole à William. Merci du coup pour avec les actions en tout cas qu'ils ont mis en place pour que vous puissiez vraiment bien comprendre le mode opératoire qui a été mis en œuvre. Normalement, c'est bon pour vous. Oui, déjà, on va vous entendre. Ouais, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Et on vous laisse partager votre écran en espérant que ça se passe aussi bien que tout à l'heure. C'est OK pour vous? C'est bon. Parfait. Excusez-moi, je m'organise un peu. C'est bon, vous voyez toujours ma slide? C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, tac.
Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Voilà. Pour commencer, je vais vous inviter à lire un petit texte qui va vous inviter à prendre une posture un peu descriptive, qui va être dans un premier temps à l'envers comme son style l'indique, se mettre la tête à l'envers et à l'envers des propos d'Amélie. Donc comprendre la nécessité de changer de modèle et de passer du linéaire au circulaire est sans intérêt. Personne n'oserait imaginer que seuls 15% de nos métiers dans leur modèle actuel survivront d'ici à 2040. Vous pouvez facilement accepter que si cette hypothèse est totalement impossible, comment pouvons-nous en plus vous faire croire que maximum 5 à 7 rencontres vous séparent d'une solution pour vous réinventer? Comme moi, au fond de vous, vous êtes peut-être en train de penser que finalement, ce nouveau paradigme de croissance vertueuse et d'économie circulaire n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, il est difficile pour moi d'imaginer que vous allez être attentif et captif à cette vision du modèle. Il y a une chose à laquelle je crois, cette nouvelle vision du monde est totalement inutile pour notre avenir et celle de nos enfants. Et il serait complètement absurde de penser que construire une économie circulaire va révolutionner le monde de demain. Excuse-moi, Amélie. Au travers de ce texte, je vous invite à sortir des codes et à adopter la posture que nous avons adoptée dans l'entreprise pour remettre en cause le business model dans lequel on était. On apprend tout petit à l'école que le texte se lit de haut en bas et de gauche à droite. Je vous ai invité à le relire dans l'autre sens. Construire une économie circulaire va révolutionner le monde de demain. Et il serait complètement absurde de penser que cette nouvelle vision du monde est totalement inutile pour notre avenir et celle de nos enfants. Il y a une chose à laquelle je crois, vous allez être attentif et captif à cette vision du modèle. Quoi qu'il en soit, il est difficile pour moi d'imaginer que ce nouveau paradigme de croissance vertueuse et d'économie circulaire n'a aucun sens. Comme moi, au fond de vous, vous êtes peut-être en train de vous penser que finalement, maximum 5 à 7 rencontres vous séparent d'une solution pour vous réinventer. Comment pouvons-nous, en plus, vous faire croire que cette hypothèse est totalement impossible? Vous pourrez facilement accepter que si seuls 15% des métiers dans leur modèle actuel survivront d'ici à 2040, personne n'oserait imaginer que comprendre la nécessité de changer de modèle et passer du linéaire au circulaire est sans intérêt. Donc, juste par plaisir, j'ai pris le temps d'écrire ce petit texte pour que, vous voyez, même un simple texte peut être dans une parfaite économie circulaire. Donc, on peut le faire tourner dans tous les sens. Voilà. Donc, simplement ce texte pour dire que chez SADECAP, on a adopté une posture complètement disruptive, sortir des codes, et puis au travers des différentes rencontres de mon parcours, s'inspirer de ce qui a pu être fait, des conseils qu'on a pu me donner pour transformer et remettre en cause notre façon de travailler. SADECAP est une entreprise de décapage industriel qui a été créée en 1989. SADECAP fait 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, j'ai décidé de reprendre cette boîte en 2016, une boîte de décapage qui travaille avec des produits chimiques, beaucoup de produits chimiques, 200 tonnes à l'époque, et parce que j'avais une conviction, c'est qu'on pouvait concevoir et revoir notre métier, réinventer notre business model et le faire autrement. Ce métier qui est à la base un métier de décapeur, produits chimiques, pollueurs, en faire un métier vertueux et respectueux de l'environnement. Et tout ça parfaitement inscrit dans une notion d'économie circulaire. Donc, comme je le disais, j'ai repris cette boîte en 2016 et en 2019, j'ai engagé la transition pour basculer dans ce nouveau business model en investissant 1 million d'euros avec différents paliers, donc sur de la recherche et développement, de la mise au point de matériel, etc. Et bien sûr, dans une dynamique de RSE, d'économie circulaire, comme je disais tout à l'heure, et de posture, c'est important, le message que j'essaie de passer là, c'est de posture complètement disruptive pour réinventer, réimaginer le métier. Le métier du décapage est un métier à marché complètement mature, donc il y a des questions à se poser, la réglementation est de plus en plus forte, qu'elle soit environnementale ou sociale, et donc un environnement de plus en plus complexe. Donc si on veut continuer à vivre,
et proposer des solutions vertueuses à nos clients, il fallait, à mon sens, se poser des questions et se réinventer. Pour se réinventer, je suis reparti d'une feuille blanche après avoir longuement réfléchi sur l'histoire de SADECAP, de pourquoi SADECAP existe, quel est son métier, quels sont ses fondamentaux et le sens de l'action qu'on veut mener. Donc, le SADECAP, déjà, contribue à la valorisation des matières premières depuis sa création, puisque le décapage permet de réutiliser les produits qui ont été mal peints, par exemple, on les décape et on peut les remettre en peinture. Si ce n'est que décaper avec des produits chimiques, certes, on permet aux clients de réutiliser les matières premières, si ce n'est qu'on le fait avec de la chimie, donc on crée un déchet qui n'est pas top. Donc, c'est quand même très, très moyen. Une fois qu'on a analysé tout ça, moi, je me suis posé 3 questions. La première, c'est si notre métier n'existait pas, comment l'inventerions-nous? Si on réinvente notre métier, quel avenir on lui donne et quel sera notre métier dans les 10, 20, 30 ans à venir? Puis ensuite, il y a une question de la croissance. Et la question se pose, est-ce qu'on peut faire de la croissance à tout prix, voire dans certains cas à n'importe quel prix? Il y a un contexte aussi qui est important que j'ai évoqué dans le petit texte d'introduction, c'est qu'on a une donnée aujourd'hui qui dit 85% des enfants qui sont actuellement en CP font un métier qui n'existe pas. Donc, parti de ce constat, je me suis dit, si 85% des enfants qui sont en CP aujourd'hui font un métier qui n'existe pas, ça veut dire que, allez, je fais une petite règle rapide, 15% de nos métiers survivront d'ici à 2040. Et donc, est-ce que je fais partie des 15% qui restent ou des 85% qui vont disparaître? Quand on est dans la chimie et dans un métier comme le mien, si on ne se réinvente pas, à mon avis, on fait partie des 85% qui vont disparaître. D'où cette posture de réinventer le métier. Une fois qu'on a dit ça, on sait bien, mais ça ne fait pas tout. Donc, il faut prendre des engagements. Et les engagements, moi, je les ai traduits au travers d'une promesse. Pourquoi une promesse? Parce qu'une promesse, ça va dans le sens de la RSE, à mon sens. C'est les valeurs de l'homme, avec un grand H, bien sûr, de l'homme et de la femme. Une promesse, c'est bien plus qu'un contrat. Une promesse, c'est quelque chose sur laquelle on s'engage et qu'on doit absolument tenir. C'est une promesse à nos enfants, il faut la tenir. Et donc, la promesse qu'on a écrite, c'est que notre ambition est de mettre en œuvre des solutions pérennes, vertueuses et respectueuses de l'environnement. SADECAP, c'est dans son ADN, c'est devenu sa signature de marque. Elle a toujours su prendre un temps d'avance. On a été novateur dans beaucoup de sujets. Et là encore, par la reprise que j'ai faite en 2016, j'ai décidé de continuer et de fédérer autour de cet ADN et de donner encore plus de sens à notre action. Pour ce faire, on a œuvré. On s'est mis un cadre très, très, très exigeant. C'est que j'ai réuni mes collaborateurs et je leur ai dit on se donne 18 mois pour arrêter les produits chimiques. Et donc là, effectivement, quand j'ai exposé le sujet, mes collaborateurs m'ont dit « Monsieur Perron, vous êtes un peu fou. 18 mois pour arrêter les produits chimiques, c'est hyper ambitieux. Et deuxièmement, il n'existe pas de solution. » Effectivement, au moment où je l'ai annoncé, il semblait qu'il n'existait pas de solution. Cela étant, quand mes collaborateurs m'ont dit ça, j'aurais répondu « Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas qu'il n'existe pas de solution, c'est qu'on ne connaît pas la solution. » Là encore, c'est une question de posture. Si on part du principe que les solutions n'existent pas, on ne les cherche pas. Si on ne les connaît pas, on cherche à les connaître. Et partant du principe, comme je l'ai aussi évoqué dans le texte d'introduction, que 5 à 7 personnes dans le monde nous séparent d'une solution, entre vous et moi, tous ceux qui sont derrière les caméras, avant qu'on se rencontre pour cette première fois, si on réfléchit bien, finalement, il y a peut-être 1 ou 2 personnes entre nous qui fait qu'on peut assez facilement rentrer en contact. Donc moi, je suis parti de ce principe-là. Et en 18 mois, on a œuvré et on a cherché à rencontrer les personnes qui étaient capables
de nous aider à développer ces technos. Et puis, avec le couperet des 18 mois, ça permet de réduire le cadre, se mettre dans un contexte d'hyper-exigence. Et donc, du coup, de vrai, parce que dans 18 mois, si on n'a pas trouvé, c'est terminé pour nous, quoi. Donc, on est dans l'obligation de trouver. Ce qu'on a trouvé, c'est la transition de notre métier. Et là, on a décidé de mettre fin au décapage chimique, fin à l'utilisation de l'eau dans notre métier, et d'inscrire tout ça, bien sûr, dans cette notion d'économie circulaire. On a mis au point 2 nouveaux procédés, un procédé de décapage par projection de média végétal et un procédé de décapage par ruissellement de produits végétaux, produits liquides végétaux. Donc, ces 2 procédés nous ont permis de supprimer 200 tonnes de produits chimiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on décape de manière vertueuse avec des végétaux. Le résidu que ce procédé de décapage génère est revalorisable, régénérable. Voilà. Et on a significativement, vous imaginez bien, amélioré les conditions de travail de nos collaborateurs, puisqu'ils ne sont plus exposés à des produits chimiques toxiques et dangereux. Et pour aller au bout de la démarche et être, j'irais, jusqu'au boutiste, parce que c'est un peu ma façon d'être, on a sorti complètement tout de suite la proposition de l'offre de décapage chimique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vend plus le décapage chimique. C'est-à-dire qu'on ne propose plus cette solution. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus imaginé une transition, si on passe de la partie chimie à la partie végétale, et on a décidé de ne pas faire ça, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur nos engagements et nos valeurs, déjà d'un point de vue commercial, et deuxièmement, parce que, à mon sens, il est important et urgent d'agir pour l'environnement, pour ces notions d'économie circulaire. Et donc, on a décidé de ne plus proposer cette activité de décapage chimique et de passer directement à des solutions 100% végétales. Voilà le témoignage que je voulais apporter. À mon sens, nous avons, moi et mes collaborateurs, réussi ce projet, puisqu'aujourd'hui, on livre nos clients et tous nos clients qui passent commande sur ce type de décapage ne font pas machine arrière et ne vont pas voir ailleurs sur des confrères qui sont encore en méthode traditionnelle. Et comme il y a du positif dans tout, le contexte actuel du Covid a accéléré cette transition, comme le disait Amélie tout à l'heure. Et c'est super. Tout ça nous donne raison, dans le sens où les produits chimiques explosent en prix, pendant que nos solutions végétales sont stabilisées en prix. Donc, il n'y a pas de contradiction entre l'économie et l'écologie. Il y a moyen de faire du business avec des solutions vertueuses et de développer donc des solutions alternatives aux anciens business models. J'ai une conviction, c'est que si on ne se réinvente pas, on va mourir. Donc, il faut se réinventer et donner de nouvelles perspectives à nos business models. Merci à tous et à toutes de votre attention et je suis à dispo s'il y a des questions. On vous entend encore difficilement. Toujours pas, Antoine. Là, on va Là, essayer. c'est bien. Là, c'est bon. Bah, je sais pas pourquoi il faut que je débranche mon micro à chaque fois. J'ai juste donc du coup 2-3 questions pour vous, William. Mais moi, j'ai une question toute simple. Déjà, c'est que vous nous avez dit au départ que vous étiez une PME de trentaine de salariés. Je ne t'entends pas. Excusez-moi. Les autres, oui, ou que vous? Non, vous, c'est bon. Alors, du coup, je disais, William, vous êtes du coup une PME de 50 personnes, mais et donc finalement, je dirais la conclusion
de dire que vous n'avez pas d'équipe dédiée et vous n'êtes pas staffé forcément pour bosser sur des sujets comme ça en parallèle, contrairement à des plus grands groupes qui vont avoir des équipes projets dédiées. Et comment finalement vous avez réussi à relever ce défi au milieu des problématiques du quotidien que vous aviez déjà à traiter par ailleurs? Vous voyez, là où avant vos gars avaient du temps à passer sur la résolution de problèmes, sur la mise au point, sur de l'amélioration continue. Comment finalement ils ont réussi à se dégager tout ce temps nécessaire, puisque, comme vous le disiez, ils ne connaissaient pas la solution et il a fallu du coup aller la chercher. Voilà, comment vous avez accompagné cette démarche? Alors, pour répondre à cette question déjà très directement, on a le temps qu'on s'accorde Oui. et les priorités qu'on s'accorde. C'est-à-dire que voilà, c'est donner du sens à l'action. Si on donne du sens à ce qu'on fait, on trouve le temps de faire les choses. Alors, effectivement, moi, j'ai passé beaucoup de temps. Hein. Les journées font 24 heures et sur la période de 9 mois sur laquelle voilà, j'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup bossé personnellement, et mes collaborateurs sont beaucoup impliqués aussi dans la démarche. En leur offrant le temps, c'est-à-dire que les priorités, quelles sont les priorités? C'est-à-dire que c'est important. À partir du moment où on a écrit la feuille de route et les actions qu'on veut engager, le sens qu'on veut donner à l'action, ben, on met les priorités là où on a décidé de les mettre. Hein. Donc, on réorganise le temps. Et effectivement, il y a le quotidien. On est une petite boîte, donc une trentaine de collaborateurs. Hein, donc, on n'est pas hyper staffé pour faire de la recherche et développement, etc. Mais on a réussi avec l'engagement de chacun et la redéfinition des priorités. Oui, c'est ce qu'on voit. Le COVID est un bon exemple. Il y avait des urgences la veille du Covid. Le lendemain, c'était d'autres priorités. Donc, à un moment donné, quand on veut se mettre les moyens de ses ambitions, on se met les moyens de ses ambitions. Très bien. Bah, écoutez, c'est plutôt, c'était la réponse que j'attendais. Donc, ça me va plutôt bien. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Oui, du coup, juste pour. J'imagine que les premières réactions de vos clients quand vous êtes passé du décapage chimique à un décapage plus vertueux, j'imagine que forcément, dans le lot, vous avez eu un peu de casse et vous avez perdu quelques clients qui sont restés. J'imagine, hein, peut-être que je me trompe, mais comment vous avez passé je dirais, cette différence à vos clients? Enfin, ils l'ont accepté? Est-ce qu'en termes de coût, finalement, on était à Isoprix ou un peu plus cher, mais c'était acceptable? Donc, Ou, au démarrage, on était plus cher. On était plus cher de l'ordre de 15% à peu près sur le décapage traditionnel. Donc, effectivement, les clients, c'était de dire attendez, M. Perron, c'est super votre idée, mais par contre, c'est un peu cher, quoi. Forcément, 15% sur un budget. C'est quand même un gros frein au démarrage. Enfin, on se dit, bon. C'est un gros frein au démarrage. Donc, par contre, la qualité qu'apporte ce type de décapage est largement supérieure à ce qu'on pouvait faire en chimie. Et donc, du coup, le client a un retour beaucoup plus intéressant quand il réapplique sa peinture, par exemple. Et la démarche a été la suivante, c'était de faire venir des clients et de leur montrer ce qu'on faisait. Et ça, j'ai adoré. C'est quand ils sont venus dans nos ateliers voir ce qu'on faisait, les réactions étaient absolument géniales. C'est-à-dire, parce que ça marche. C'est ça qui est marrant, quoi. C'est-à-dire que le client est capable avec des végétaux et en voyant les installations, parce que ça marche en plus. Bah oui, ça marche. Et quand ils voyaient le résultat et que la qualité était au rendez-vous, ben on a fait quelques pièces d'essai. Puis des pièces d'essai, ben finalement, le client dit go, on y va. Même à 15% plus cher. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, il y avait quand même quelques freins sur cette notion de prix. Aujourd'hui, c'est plus un problème. C'est plus un problème parce qu'effectivement, notre solution aujourd'hui, elle est devenue moins chère que la solution de décapage traditionnel, puisque les produits, je discutais avant-hier avec un ex-fournisseur de produits chimiques, un produit que j'ai acheté qui valait 1 500 € la tonne, il est passé à 3 000. Donc, voilà, il n'y a plus de problème maintenant, en fait. C'est-à-dire que le contexte a fait job qui nous manquait, c'est-à-dire de réajuster la vraie valeur des choses et donc de faire en sorte que la solution végétale qu'on propose, aujourd'hui, elle n'est pas plus chère, elle est même moins chère que la solution chimique traditionnelle. On t'entends plus là.
Je pense là. C'est bon. C'est parti. C'est bon. Alors, du coup, oui, juste pour recroiser avec ce que disait Amélie, finalement, comment est-ce que vous avez impliqué la filière amont et aval aussi du coup, dans votre process? Enfin, est-ce que vous l'avez impliqué, c'est bon, et si oui, voilà, comment vous avez fait cette démarche? Alors, dans un premier temps, c'était un peu compliqué d'impliquer les filières amont-aval, puisque la réflexion profonde, c'était quand même de dire notre métier va mourir, quoi. Donc, mettre les gens autour de la table en leur disant bon, je vais tout casser, je vais réinventer autre chose. Et dans cette posture disruptive, elle est compliquée hein, pour impliquer les gens. C'est-à-dire qu'on casse quelque chose quand même. Et donc, on sait bien que le changement, et surtout les changements radicaux comme ça, c'est un peu compliqué à manager. Et donc, pour les impliquer, la solution, c'était vraiment d'amener la solution, quoi. De dire, voilà, on ne va pas révolutionner, on a réfléchi dans notre coin, et une fois qu'on a eu la solution, on l'a emmenée et l'a proposée et l'a démontrée. Démontrer, à mon avis, c'est bien plus convaincant que d'expliquer, quoi. On a montré que ça fonctionnait, et on a fait tout ce travail, je dirais, un peu en sous-marin. Et puis, quand on était prêt, on a vraiment montrer et démontrer l'efficacité du procédé, quoi. Ce qui est à mon sens plus simple parce que dans certaines filières, vous savez que c'est compliqué de changer les choses, surtout de les changer de manière aussi radicale. Pour revalider des cahiers des charges, etc., c'est quand même compliqué dans certains cas. Voilà, et complexe, oui, tout à fait, c'est encore plus compliqué. Et du coup, apporter une solution et démontrer par la technique hein, que ça fonctionne, c'est quand même plus simple que juste d'expliquer voilà ce qu'on va faire, etc. Donc là, il y aurait eu, à mon sens, c'était mon analyse au moment, des freins. Et des freins à l'époque, si je remonte ça en 2016, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, des freins économiques, quoi. Parce que la question, même si aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, mais ça reste quand même vrai, c'est combien ça coûte tout ça, quoi. Voilà, donc moi je ne voulais pas mettre ce frein-là. Comme je disais tout à l'heure, voilà, il faut se mettre les moyens de ses ambitions, même si dans un premier temps, effectivement, c'est plus cher. Ça pique, hein, parce que faire des choix comme celui-là, c'est des investissements forts. Pour une boîte comme ça, des Cap, 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, faire 1 million d'euros d'investissement, ça pique, hein, c'est compliqué. Mais force de détermination, voilà, on arrive à embarquer les gens, les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les fournisseurs, les clients. Et la preuve, ça fonctionne. Hein. Maintenant, on livre tous nos clients de cette manière-là, ça fonctionne, quoi. Intéressant. Intéressant, merci. On a encore 2 autres questions qui sont tombées dans le chat. On va les prendre. En parallèle, du coup, Simon va vous partager du coup, le questionnaire dont je vous parlais en introduction. Si vous m'entendez, hein, enfin je parle. Ok, super. Du coup, je reprends la question de Martin Alain qui nous demande en fait comment est-ce que vous comptez diffuser votre technologie géographiquement, parce que finalement c'est vrai que le circulaire c'est aussi local. Et après je dirais voilà, c'est quoi le niveau d'acceptabilité du local? Est-ce que demain vous diriez bah en fait il faut que je remonte une antenne à Lyon parce que c'est trop loin, ou est-ce qu'il faut que j'ouvre ça à la concurrence parce que finalement c'est vertueux, quoi. Et il faut qu'on reste le plus local possible pour que la boucle soit pleinement bouclée. Pour que la boucle soit complètement bouclée, il faut aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'aujourd'hui, on travaille en bien confié. Donc, ça veut dire qu'on met de la logistique sur la route, des camions, du gasoil, donc un bilan carbone de transport qui n'est pas terrible. Donc, pour moi, il faut aller beaucoup plus loin que ça et accepter le fait de mettre à disposition notre savoir-faire chez le client. Chez vos clients directement, d'accord, ok. Ok. Non, c'est une réponse. C'est une réponse. Ok. Je ne sais pas si Simon, tu nous entends. Ah bah voilà, c'est bon, pardon. Du coup, vous devez avoir la fenêtre du sondage qui s'est affichée au milieu de votre écran, enfin, si c'est comme chez moi en tout cas. Donc voilà, on va prendre la dernière question du coup sur le temps que les gens y répondent sur
combien vous avez fait des études sur la partie décapage, enfin des solutions de décapage, et entre l'idée de départ et la capacité à proposer la solution, le temps a été le temps a été combien de temps? Enfin, vous avez mis combien de temps du coup à faire toutes ces études pour vraiment vous lancer? Euh, concrètement, avant de lancer les investissements, 9 mois. 9 mois travail acharné euh, pour imaginer les solutions techniques qu'on pouvait apporter et, et lancer les investissements. 9 mois. Ah oui, finalement, ça a quand même été assez rapide. Alors, cette transition, quoi. Tout est relatif. C'est que c'est 9 mois d'emploi du temps d'un dirigeant. Quoi. Voilà. Donc, oui. C'est pas 35 heures. 9 mois de temps aussi sur vos équipes. C'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout est relatif. Quoi. Moi, je suis plutôt d'une nature à dire quand on veut aller quelque part, on se donne les moyens de ses ambitions et donc on ne compte pas ses heures, on y va. Donc, voilà. Donc, 9 mois, il faut remettre dans son contexte. Quoi. Si c'est 9 mois, c'est pas 9 mois, 35 heures. Quoi. On ne vous entend plus là. Je vais devoir réparer mon micro du coup, et non pas en racheter un. Mais je suis pas sûr d'avoir ces compétences. Du coup, je dirais quand même en conclusion, pour vous, vous avez quand même fait, ça a quand même été une opération hyper bénéfique. Vous êtes dans un modèle plus éco-responsable. Vous avez une meilleure satisfaction auprès de vos clients. Ça vous génère aussi peut-être un peu de communication autour de ces sujets, et donc du coup forcément un peu de leads entrants. Vous en avez finalement vos équipes, comment on voit à votre niveau, je suis persuadé que vous avez fait de la démarche et que vous en êtes satisfait, mais au niveau de vos équipes, comment est-ce qu'ils voient maintenant leur métier? Ils le voient différemment ou est-ce qu'ils... Ah oui, quand vous travaillez sur une unité de décapage chimique, vous êtes dans un milieu très humide, exposé à des produits chimiques, toxiques, dangereux, enfin tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, les gars travaillent dans un environnement où ça sent le végétal, parce que c'est les produits qu'on utilise, c'est végétal, donc ça sent végétal. Ils sont plus exposés, ils sont en tenue de travail, je dirais classique, ils sont plus en botte avec un Karcher dans la main, etc. Donc, voilà, et donc je donne cette petite anecdote de fin d'année. Là, j'ai un de mes gars, je lui disais bon, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Je te rachète un nettoyeur haute pression ou on continue surtout pas. Voilà, donc c'est génial. C'est-à-dire que le personnel, forcément, il ne peut pas faire machine arrière. On est quand même dans une amélioration des conditions de travail, mais sans aucune mesure. Et puis, ça donne du sens à ce qu'on fait, quoi. Ça donne aussi une histoire à raconter quand on rentre chez soi. Voilà, ça remet en perspective le métier, ça lui redonne de l'avenir. C'est pas du tout je travaille sur une cuve de produits. Enfin, c'est voilà, un truc un peu Zola, quoi. Donc, c'est avec des nouvelles technos, avec des choses automatisées, donc rien à voir avec le contexte qui pouvait être avant. Forcément, le personnel et j'ai pas eu du tout de frein de ce côté-là à l'impliquer, à se responsabiliser sur ces nouveaux procédés. Okay. Bon, que du positif finalement. Super. On va conclure du coup il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas répondu au sondage. Alors je sais pas comment, je sais qu'en bas vous devez, si on a tous le même écran, vous devez avoir la petite case sondage pour le faire apparaître. Si jamais vous ne l'avez pas au milieu de votre écran, on vous laisse évidemment quelques instants pour le faire, mais ça va quand même très vite à compléter. Du coup, écoutez, je vous merci, un grand merci du coup à vous deux, parce qu'on a quand même eu, je trouve, et puis on a eu quelques remerciements déjà dans le chat pour la qualité de l'intervention, la complémentarité de l'exemple avec la présentation de l'étude d'Amélie. Donc, un grand merci à vous deux. Merci aussi pour votre disponibilité et le temps que vous avez pu nous accorder. Et je pense qu'effectivement, tout le monde ressortira grandi sur ce sujet.
Pour la suite du coup des opérations, on vous retrouvera du coup le 4 mars prochain, pour ceux que ça intéresse, justement sur un sujet plutôt orienté sur le cycle de vie produit. Et on on illustrera ça aussi exactement par des exemples et on essaiera d'avoir cette approche pareille, assez méthodologique pour la suite. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée à vous, un excellent week-end et puis un grand merci encore. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous tous. Bon, bientôt. Au revoir.